On va poursuivre à présent notre éclairage du jour sur les troubles de la conduite alimentaire avec nos invités. Et en studio aujourd'hui, il y a déjà vous, docteur Corinne Blanchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes endocrinologue, praticien hospitalier à la Maison de Solène et vice-présidente du réseau TCA francilien. Avec nous également dans ce studio ce matin, Anaïs Nigo-Gaussian, bonjour. Bonjour. Vous avez été atteinte d'anorexie mentale et vous êtes d'ailleurs en train d'écrire un livre qui retrace votre parcours. Docteur Blanchet, dans les grandes lignes, combien y a-t-il de troubles des conduites alimentaires? On parle de quoi en fait concrètement? Ouais, alors TCA, c'est trouble des conduites alimentaires, pas trouble de la conduite alimentaire, mais bon, on n'en voudra pas à Clément. Les troubles alimentaires, c'est souvent, on résume ça à l'anorexie mentale. En réalité, ça couvre vraiment des entités vraiment multiples et très, 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 très hétérogènes. Donc, c'est des modifications des conduites alimentaires qui favorisent soit effectivement des pertes de poids massives ou à l'inverse, des prises de poids importantes. Donc, la boulimie en fait partie. La boulimie en fait partie, l'hyperphagie boulimique en fait partie. Il y a plusieurs catégories de troubles alimentaires. Alors aujourd'hui, justement, on va cibler l'anorexie mentale. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ce qu'est cette pathologie? Pourquoi il y a mental dans anorexie mentale? Alors ça, c'est souvent une question qui est posée. C'est important de la distinguer de l'anorexie qui est l'anorexie qui est secondaire, par exemple, à des maladies organiques. Si vous avez le Covid, vous allez perdre l'appétit. Ça, c'est la perte d'appétit secondaire. Et puis après, il y a l'anorexie mentale où c'est une privation consciente ou inconsciente d'alimentation qui a eu une origine psychique, en fait. Donc, c'est vraiment important, c'est important de distinguer les deux. Alors, Anaïs, je vous remercie d'être avec nous. C'est vraiment très courageux de témoigner sur ce sujet de l'anorexie mentale. Pourquoi vous avez décidé aujourd'hui de prendre la parole ? D'abord, je vous remercie de me donner la parole, de me donner cette opportunité-là. Je suis, comme vous l'avez dit, en train d'écrire un livre qui sortira au mois d'octobre prochain, qui retrace mon parcours, qui n'est absolument pas linéaire dans la maladie ni dans la guérison. Et j'ai souhaité prendre la parole à plusieurs titres. La première chose, c'est pour expliquer davantage cette maladie. Aujourd'hui, comme on peut tout à fait parler d'anorexie comme d'une injure. C'est un mot qui est rentré dans le vocabulaire courant, au même titre qu'on traite quelqu'un parfois sans le savoir ou de façon maladroite, d'autiste ou de schizophrène. Traiter quelqu'un d'anorexique, c'est devenu tristement normal. Oui. Et alors après, je suis la première à faire preuve d'autodérision, de sarcasme et à rire à la chronique de Clément. Donc je pense que voilà, il faut aussi avoir de l'autodérision, mais néanmoins, c'est quelque chose qu'il faut prendre très très au sérieux. Et c'est pour ça que vous êtes venu ce matin. Voilà. Merci d'être avec nous. Docteur Blanchet, justement, c'est une maladie dont on a pas mal entendu parler quand même, l'anorexie mentale, mais il y a encore beaucoup d'idées reçues qui circulent. Quelles sont les plus embêtantes selon vous ? Je pense qu'une des plus embêtantes, c'est l'anorexie mentale, on n'en guérit pas. Ça, c'est vraiment une fausse croyance et malheureusement qui est portée par les patients et par leurs familles et par certains praticiens, certains médecins. Notre idée, c'est les anorexiques se font toutes vomir. Ou bien l'anorexie mentale, c'est la faute des parents. Tout ça, il faut le déconstruire. Il faut déconstruire. Ça veut dire, ça fait vraiment partie des prises en charge. Bon, très bien. Merci à tous les deux. Toutes les deux, vous restez avec nous. Et vous aussi, restez bien à l'écoute d'Europe 1, car dans Bienfait pour vous, ce matin, on vous explique tout sur les troubles des conduites alimentaires. On va surtout s'intéresser à l'anorexie mentale aujourd'hui. Comment repérer les premiers signes chez nos jeunes? Comment réagir? Y a-t-il des facteurs déclenchants? On vous détaille tout dans un instant. Bienfait pour vous sur Europe 1. Mélanie Gomez, Julia Vignali. De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. Et ce matin, on vous pose cette question. Que savez-vous des troubles des conduites alimentaires? Alors, pour nous éclairer sur le sujet, elles sont toujours en studio avec nous. Le docteur Corinne Blanchet, endocrinologue, praticien hospitalier à la Maison de Solène et vice-présidente du réseau TCA francilien. Il y a également avec nous dans le studio Anaïs Nigo-Gaussian qui est là pour témoigner, car vous avez souffert d'anorexie mentale. Docteur Blanchet, vous avez donc cofondé la Maison de Solène, mais que ce soit l'anorexie, la boulimie, je crois quand même que depuis 2 ans, il y a une augmentation de l'incidence de ces troubles. Enfin, peut-être que les patients sont plus graves pour ceux qui consultent, je ne sais pas. Il s'est passé quoi avec les confinements ? Il s'est passé que les plus vulnérables ont été hyper fragilisés, et que les adolescents font partie de la population vulnérable, et que les adolescents souffrant de troubles alimentaires, mais les adultes aussi, ont totalement décompensé, avec des situations qui nous arrivent de situations vraiment graves d'emblée, sur des formes récentes. 9 patientes sur 10, quand on leur demande quand a commencé ton trouble, la réponse, inéluctablement, c'est pendant le confinement. Ah ouais. Donc il y a une explosion du nombre de demandes, et en plus des demandes pour des formes récentes et bruyantes et graves, voire parfois réanimatoires d'emblée. Donc on est dans une situation en Île-de-France et sur le territoire national, dans une situation où on n'arrive plus à répondre
Et vous publiez une tribune dans le Monde aujourd'hui. Une tribune est sortie dans le Monde aujourd'hui, justement pour signaler et sensibiliser sur cette situation dramatique que nous traversons. Et vers quel âge en général ça démarre en fait les troubles? Alors classiquement, il y a une émergence. Évidemment que le processus adolescent, la période de l'adolescence vient favoriser l'émergence de ces troubles, mais il ne faut pas non plus négliger les troubles qui commencent dans l'enfance ou qui commencent un peu plus tardivement, sur la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte. Est-ce qu'il y a un profil tout de même, on a dit aujourd'hui qu'on ciblait essentiellement l'anorexie mentale, mais est-ce qu'il y a un profil de jeunes filles qui sont plus vulnérables à ce trouble? J'en ai entendu parfois parler d'ados très perfectionnistes, par exemple. Est-ce que c'est le cas? Vous savez, les troubles alimentaires, c'est vraiment, on emploie toujours la métaphore de l'iceberg. Il y a vraiment une partie émergée qui est celle que l'on voit avec les symptômes, puis il y a la partie immergée qui concerne toutes les vulnérabilités et les fragilités de ces patientes. Et parmi les traits, on va dire, de vulnérabilité, il y a la question du perfectionnisme, mais pas uniquement. Oui, j'imagine que vous vous reconnaissez, Anaïs, dans ce profil? Oui, absolument. Je pense que, en tous les cas, j'évoluais dans un environnement porté par une forme d'exigence. C'était la mode, c'est bien ça? Non, déjà à l'école, ça commence à 14 ans. Et aujourd'hui encore dans le milieu de l'image et de la mode dans lequel je travaille depuis 10 ans. Mais à l'époque, j'ai 14 ans quand les troubles sont diagnostiqués. J'ai eu une prise en charge et un diagnostic très très tôt, très très rapide. Mais néanmoins, on en parlait en tout début avec le docteur Blanchet. Peu importe le diagnostic, si vous ne coopérez pas, vous ne pouvez pas être prise en charge et la thérapie a peu de chances de réussir. Et c'était quoi vos premiers symptômes justement vers l'âge de 14 ans? À l'âge de 14 ans, c'est le début de la puberté, j'ai le corps qui change, j'entre en classe de seconde et à ce moment-là, il y a toujours un élément déclencheur, c'est-à-dire une remarque anodine de quelqu'un qui souligne une certaine prise de poids et à ce moment-là, c'est là où la mécanique s'emballe. Et chez vous, il y a eu une parole qui vous a blessé particulièrement? Oui, je pense qu'il y a eu quelques paroles anodines, mais qui, au vu de mon hypersensibilité, m'ont blessée et ont fait en sorte que la machine s'est enclenchée. Docteur Blanchet. Juste un petit point, je pense que c'est important de ne pas confondre les facteurs déclenchants, c'est-à-dire ce qui fait target, et puis les fragilités qui favorisent l'apparition du trouble. Parce qu'on a souvent la tendance à chercher la cause, et en fait, en cherchant la cause, on tombe effectivement sur des facteurs déclenchants. Parce que c'est multifactoriel cette maladie, j'imagine. Il n'y a pas une cause en particulier. On a souvent entendu, vous dites à tort, que c'est les parents, que c'est une remarque. En fait, non, il y a plusieurs choses. Et peut-être un terrain génétique, c'est possible? On appelle ça des fragilités psychogénétiques, évidemment, qu'il y a des vulnérabilités. Il y a un terrain de vulnérabilité qui favorise l'émergence du symptôme, mais il faut également des facteurs déclenchants. Alors on va parler des risques médicaux liés à l'anorexie mentale, docteur. La perte de poids importante, ça on connaît, mais ça implique quoi d'autre pour la santé quand on est atteint de ces troubles? C'est vraiment une déflagration de tout l'organisme et du psychisme. C'est-à-dire que la dénutrition, effectivement, c'est un point. Les carences alimentaires, mais aussi toutes les conduites associées. Ça veut dire l'hyperactivité physique, ça veut dire les conduites purgatives, ça veut dire la consommation de laxatifs, ça veut dire même l'isolement social, etc., qui crée une déflagration et progressivement... Et ça met à mal la fertilité, l'immunité, tout le corps en fait. Tout le corps est atteint. Il n'y a pas un organe qui échappe à la déflagration interne de ce trouble complexe. Anaïs, pour qu'on comprenne bien justement ce que vous avez vécu, vous, elle a quand même duré quelques années, votre anorexie, vous avez commencé à 14 ans, vous nous l'avez expliqué. Vous avez perdu jusqu'à combien de kilos? Est-ce que vous réalisiez pendant cette justement descente aux enfers que vous vous mettiez en danger médicalement? Non, absolument pas. Et là, je pense qu'à ce moment-là, je souffre de dissonance cognitive, c'est-à-dire que je ne suis pas dans le déni de la maladie. J'ai conscience qu'il y a un problème. Le diagnostic est porté assez tôt par un médecin tiers. En revanche, je ne mets absolument pas mon comportement en adéquation avec ma prise de conscience. Donc ça démarre à 14 ans et les troubles vont durer une quinzaine d'années. Alors parfois, il y a des périodes de rémission, parfois ils vont être dormants, mais à ce moment-là, on parle néanmoins d'anorexie chronique lorsque les troubles dépassent 5 ans. Alors on pointe souvent du doigt la publicité, les célébrités qui présentent la minceur, voire l'extrême minceur comme un idéal, notamment sur les réseaux sociaux. Anaïs, on l'a dit, vous travaillez dans la mode. Est-ce que dans ce qu'on dit là, il y a une part de vérité? Alors je pense que, comme le disait le docteur Blanchet, je me méfie de la simplification. La mode, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'elle est d'abord là pour ne pas répondre à des besoins, mais vendre des aspirations et valoriser des vêtements, pas forcément des individus. Alors que la mode, via l'émergence de nouveaux paradigmes, de nouveaux modèles, habitue le regard à de nouveaux corps, à de nouvelles représentations, pourquoi pas, c'est peut-être déjà un pas, mais je pense qu'il ne faut pas non plus remplacer le problème par un autre. Donc il y a des fragilités.
que selon vous, justement, dans l'apparition de ce trouble, ça joue ce qu'on voit aujourd'hui, la beauté associée à la minceur, comme ça, dans la société. Je sais pas, au 19e siècle, il y avait de l'anorexie mentale déjà ? Mais alors ça s'appelait pas anorexie mentale, mais les troubles des conduites alimentaires et les restrictions alimentaires existent depuis l'Antiquité. Après, ça emprunte des visages différents en fonction du contexte social et culturel. La pression sociétale sur l'exigence de minceur, elle existe certes, mais c'est pas ce qu'on retrouve dans le discours de nos patientes. En tout cas, c'est pas dans le discours conscient des patients qu'on prend en charge. Je parle en tout cas en période adolescente. Et nous, comment on repère, docteur, les parents, justement, que nos jeunes commencent à avoir un rapport compliqué à l'alimentation ? C'est quoi les signes qui doivent donner l'alerte ? On aurait tendance, de façon un peu simplifiée, à parler de, effectivement, perte de poids, arrêt des règles. Moi, j'ai pas envie de vous parler de ça. Je pense que il faut repérer les signes de mal-être chez l'adolescent, c'est-à-dire un adolescent qui s'isole, un adolescent qui se plaint de douleurs abdominales, de symptômes un peu flous, bizarres, un adolescent qui travaille trop, avec un hyperinvestissement scolaire, effectivement, parce que tous ces éléments-là sont associés à la question de la perte de poids et des modifications. Une ado qui se met au régime, ça ne doit pas nous inquiéter, même si elle n'en a pas particulièrement besoin. Entre autres. De toute façon, il n'y a jamais besoin de régime restrictif à l'adolescence, on est d'accord. Oui, en même temps, l'adolescence, c'est une période où on commence à avoir un regard sur soi, à se comparer aux autres, et les préoccupations, j'ai envie de dire, autour du corps, elles sont presque légitimes. Le problème, c'est lorsqu'elles deviennent excessives et qu'elles envahissent la totalité de l'espace psychique de l'individu. Eh bien, très bien, vous restez avec nous. On n'a pas fini avec notre sujet du jour. Les troubles des conduites alimentaires, les TCA, on va en parler. Dans un instant, une maman d'une jeune fille qui a souffert d'anorexie sera en ligne avec nous. Elle nous parlera notamment de l'importance de l'entourage pour guider les patients atteints vers la voie de la guérison. Car oui, il est possible de s'en sortir et on vous donne quelques pistes ce matin. Alors restez avec nous sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez. Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Notre question du jour, la voici. Que savez-vous des TCA, des troubles des conduites alimentaires ? On vous explique tout avec nos invités, toujours en studio à nos côtés, à savoir le docteur Corinne Blanchet, endocrinologue praticien hospitalier à la Maison de Solène, et également avec nous Anaïs Nigogossian. Elle témoigne ce matin sur Europe 1 car elle a souffert par le passé d'anorexie mentale. Docteur Blanchet, le thème de la journée mondiale des troubles des conduites alimentaires cette année, c'est aider et soutenir. Et c'est la famille, les amis, tout l'entourage donc qui est concerné par cette maladie. C'est important vraiment que tout le monde s'implique quand il y a un patient dans l'entourage, justement dans le processus de guérison. Pourquoi ce thème cette année ? C'est non seulement important, mais c'est incontournable et absolument nécessaire. Je veux dire, on ne peut pas prendre en charge un ado sans prendre en compte le contexte social, familial, les gens sur lesquels il va pouvoir s'appuyer, et puis les gens qui sont les proches qui sont impactés par le trouble. Donc il faut aider, soutenir, et que ces personnes-là deviennent aussi des cothérapeutes. Anaïs, vous confirmez, vous qui êtes guérie à présent, que votre anorexie, elle a eu un impact aussi pour vos proches, enfin sur votre famille en tout cas ? Oui, bien évidemment. Et la première chose que j'observe, c'est la déconstruction du lien de confiance qui est malheureusement est générée par la maladie et a fortiori par la maladie mentale. C'est-à-dire que les gens ne vous font plus confiance ? Ouais, parce que dès lors que vous êtes diagnostiquée, vous êtes considérée comme déviante à différents niveaux et pas seulement vis-à-vis de votre corps et de la manière dont vous alimentez. Mais voilà, il y a un climat de défiance qui s'instaure au sein du cercle familial, au sein du cercle proche, et c'est la chose qui va être le plus difficile à reconquérir, à savoir la confiance des proches. Je pense que je reprends le terme de confiance parce qu'il est vraiment essentiel, et en tant que professionnel, c'est vraiment ça qu'on doit viser, c'est obtenir la confiance des parents, et la confiance, elle se mérite. Et c'est vraiment un gros travail au cours des dernières années qu'on a entrepris au sein du réseau national et du réseau régional d'Île-de-France. Alors on est au téléphone avec Anne, maman de Juliette, une adolescente qui a réussi à sortir de l'anorexie. Bonjour Anne. Bonjour. Alors ça a été évidemment une épreuve difficile, la maladie de votre fille, mais dites-nous, quels conseils vous auriez aimé qu'on vous donne au début de ce parcours du combattant ? Oui, l'expression convient parfaitement. C'était un véritable parcours du combattant. Tant la maladie est longue et est éprouvante. J'aurais bien aimé en fait qu'on nous dise que ce serait long. Pour notre fille Juliette, ça a duré un peu plus de 4 ans. J'aurais bien aimé qu'on me dise qu'il fallait être patient, compréhensif. J'aurais aimé aussi entendre que ce n'était pas de notre faute. Vous déculpabilisez, vous en aviez besoin. Oui. Je crois d'ailleurs que au début. je crois que vous avez fait une thérapie familiale qui a été décisive. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, on a été suivis une fois par mois à la Maison de Solène,
toute notre famille, c'est-à-dire tous les 5, Juliette qui était malade, nous parents et puis ses 2 frères. On était encadrés par une psychiatre et une psychologue très compétentes. Cela nous a permis en fait de réouvrir le dialogue avec Juliette, de réapprendre à se connaître, nous en tant que famille, notre passé, notre éducation, nos préoccupations. On avait besoin en fait d'être tous ensemble pour faire face à la maladie. Et puis 7 heures en fait qui étaient consacrées à la thérapie familiale, ça nous permettait d'avoir 1 heure sans tabou, où l'on pouvait tous dire en vérité, se montrer aussi combien on s'aimait. Et puis ça nous a aussi appris à lâcher prise. Parce que Juliette avait, un petit peu comme toutes les adolescentes qui sont atteintes de la maladie, elle était très perfectionniste. Et en fait, on a vu aussi que nous, en tant que parents, on était perfectionnistes. Et on avait besoin d'apprendre à lâcher prise. Très bien. Merci beaucoup, Anne, d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Merci pour votre témoignage. Je reviens vers vous, docteur Blanchet. Les proches, comme ça, la prise en charge familiale, on sent qu'elle a été très importante pour Anne et sa famille. C'est primordial pour guérir, parce qu'elle dit ça a été long, on ne le savait pas. Et finalement, on a été tous aidés, on a tous eu besoin d'aide. La prise en charge familiale, elle est centrale. C'est un outil de soin. Ensuite, en même temps, les soins ne doivent pas se résumer à ça, mais c'est vraiment un outil de soins qu'on doit intégrer dans un projet de soins plus global. Mais aujourd'hui, on doit prendre en charge les parents, la fratrie, au travers de thérapies familiales, de groupes de parole, d'entretiens réguliers. Ils doivent être au cœur de la prise en charge. Vous, Anaïs, est-ce qu'il y a eu un déclic vers la guérison ? Parce que finalement, je crois que c'est plutôt vers l'âge adulte que ça s'est arrêté. Vous avez fait quoi, en fait, pour y arriver ? Alors, j'ai été, pour remettre les choses dans leur contexte, hospitalisée une première fois à l'adolescence, à 17 ans, dans une institution à Lyon, une institution au caractère presque totalitaire, parce que j'ai subi une thérapie par l'isolement. On pratique encore beaucoup la contention en France, et c'est des méthodes qu'il faut dénoncer. À l'inverse, lorsque j'ai eu 30 ans, j'ai choisi, cette fois-ci, de façon purement autonome, de me faire soigner, et c'est à ce moment-là que j'ai notamment sollicité la Maison de Solène, mais j'avais 30 ans, qui m'a adressée à la CMME à Sainte-Anne, et c'est à Sainte-Anne que j'ai eu une prise en charge très holistique, qui m'a permis de m'en sortir. Ouais, justement, c'est comme ça, je crois qu'aujourd'hui on prend en charge, en tout cas chez vous, à la Maison de Solène, cette maladie. La prise en charge, c'est une prise en charge somatique pluridisciplinaire, multidisciplinaire. Qu'est-ce que ça signifie, docteur ? Ça veut dire que on n'est pas dans une approche monodisciplinaire, c'est juste le croisement des perspectives, des compétences des uns et des autres, la force et la puissance des différentes interventions qui vont aider le patient à sortir du symptôme. Je rebondis sur ce que disait Anaïs sur la question de l'isolement. J'ai encore vu, il y a 48 heures, une patiente qui, en 2002, a été isolée pendant 3 mois. Je veux dire, c'est inacceptable et c'est vraiment des prises en charge ancestrales, coercitives qu'on ne doit plus voir en France actuellement. Et comment ça se fait quand même que toutes ces TCA, c'est quand même encore, je trouve, moi, un sujet très tabou. Comment on explique ça ? Vous pensez que c'est pourquoi ? Parce que la moitié des personnes concernées ne consultent pas ? Je pense que c'est tabou parce que déjà c'est une maladie mentale, c'est une maladie qui est stigmatisante, c'est une maladie où il s'agit juste d'une question de bonne volonté et après tout il suffit de manger pour guérir. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'idées comme ça qui sont véhiculées que ça fait vraiment obstacle à la compréhension globale de cette pathologie. Tout à l'heure, Anne nous disait au téléphone elle aurait aimé savoir au début que ça serait long, cette guérison. Elle ne le savait pas. On a d'ailleurs des témoignages, au 39-21, on a des témoignages, une dame qui nous explique qu'elle a commencé à souffrir d'anorexie mentale à 17 ans. Elle en a 59 aujourd'hui, donc c'est clairement une adulte. Il ne faut pas les oublier, ces patients-là. On peut consulter encore à 59 ans. On peut en guérir à cet âge-là. Les troubles alimentaires, ce sont des pathologies chroniques dont la durée est non prévisible. Et la question de la guérison, elle est à tout âge possible. Et l'accompagnement de ces patients, que ce soit pour viser la guérison ou simplement viser l'accompagnement des complications chroniques et l'accompagnement psychique, tout ça doit être proposé, quel que soit l'âge des sujets. Alors Anaïs, vous avez dû faire la paix avec la nourriture et réapprendre à manger. Aujourd'hui, vis-à-vis de votre assiette, vous vous sentez comment au quotidien ? Libérée, grâce notamment à
à l'apport des thérapies cognitives et comportementales qui sont entre autres développées à Sainte-Anne. C'est une approche qui vous permet de dépasser ces situations d'exposition. Qu'est-ce que ça signifie concrètement les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales? Qu'est-ce qu'on vous a appris concrètement? Donnez-nous un exemple. Alors je vais vous donner un exemple. L'objectif c'est de décoder les émotions et les sensations qui sont associées à un repas par exemple. Donc pendant des mois j'ai dû tenir un carnet alimentaire pour essayer de noter après chaque repas ce que je ressentais. Obsession, culpabilité ou plaisir. Mettre des mots sur... Exactement. Et dresser des liens en fait. Tisser des liens entre ce que vous éprouvez physiologiquement, ce qui se passe dans votre tête. Et au fil des jours, pouvoir mettre à distance toutes ces émotions, toutes ces pensées pour désapprendre et réapprendre de nouveaux schémas, casser ces schémas pathogènes, nocifs et réapprendre pour avoir un comportement adapté. Donc c'est très très fastidieux, un peu scolaire, surtout quand on a 30 ans. Moi j'ai eu l'impression de retourner à l'école à Sainte-Anne pendant 6 mois, mais au final c'est ça qui vous a ça m'a sauvé. Ouais. Docteur Blanchet, le mot de la fin, si on pense avoir un proche ou soi-même, on souffre de ce type de trouble, comment on va à la Maison de Solène ou ailleurs, qui on contacte concrètement? On contacte, déjà l'essentiel c'est de trouver quelqu'un à qui on parle, exprimer sa souffrance, et ensuite il y a tout un tas de façons d'entrer dans les soins. Il y a une ligne d'écoute téléphonique 0810 037 037 qui est une ligne d'écoute téléphonique anonyme du réseau qu'on peut joindre, les professionnels de premier recours et puis les institutions spécialisées. Tout ça est sur le site de la Fédération française anorexie boulimie. Je vous conseille d'aller les consulter. Allez, merci beaucoup à toutes les deux pour cet entretien. Merci. Les troubles des conduites alimentaires, on vient d'en parler, mais on pourrait en dire encore beaucoup. Alors si vous avez d'autres questions, je vous invite aussi à aller faire un tour sur le site internet dédié à ces sujets. C'est www.journeemondialetca.fr. Merci.